For me, the landscape, nothing is ever a background. Because a background implies a two-dimensional experience, which in most cases is what you see. TV and bad movies, you see a talking face, two talking faces, and something in the back. The parking lot, a mountain, it doesn't matter. It's just two faces talking. And if you believe, as I do, about the American Indian, that all things are sacred, all things are alive, then nothing is background. Everything deserves consideration. That was one of the things I think that drove me from painting and architecture to movies, was this ability to move through space. You should never feel the machine. You should be on a journey with people. In order to do that, the characters, they have to love the character in some way. If you have unlovable characters or unreal characters that people can't relate to, you can't take them anywhere. You want people to feel that they're traveling with these people. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 21. Cette semaine, émission fantôme, ne pas se compromettre et aller à la poursuite du passé fantasmé. Direction l'Amérique pour nos réals de la semaine, ils ont abandonné tant de choses qu'ils aimaient bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, si c'est un rêve, ils le sauront. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado de l'Amérique. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, au programme ce soir, il sera question de réalisateurs qui s'en vont vers l'Amérique. Nous commencerons par parler du documentaire de Jean-Baptiste Toré, Michael Cimino, Un mirage américain, qui est sorti la semaine dernière. Et Jean-Baptiste Toré est en ce moment depuis le début du mois en tournée dans toute la France pour accompagner son documentaire et parler du cinéma et des cinémas de Michael Cimino. Et donc ensuite, après ce film, nous parlerons du nouveau film de Guillermo del Toro qui est sorti il y a 2 semaines, Nightmare Alley. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le docteur Erwan va arriver sous peu, mais bon, c'est son retard, on va dire, syndical. Donc il devrait être là dans quelques minutes. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir, mais donc elle reviendra évidemment prochainement. Avant de passer à la section critique de cette émission, et en attendant l'arrivée du docteur, les agenda local. Et bien donc à Rennes, le gros événement de la semaine, il commence demain, ce soir, c'est la soirée d'ouverture, le cocktail, tout ça. Les officiels, les patati et patata. Donc c'est le festival Travelling qui se terminera mardi soir de la semaine prochaine, juste après notre émission justement. Et donc cette année, le focus du festival est plus particulièrement sur la ville de Prague et sur le cinéma tchèque ou tchécoslovaque de manière générale, grand cinéma tchécoslovaque, hein, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais donc voilà, et autour de ça il y a bien évidemment plusieurs événements qui seront proposés et plusieurs projections, Urba Ciné, tout ça à la ville, et où vous notamment messieurs autour de cette table, Thibaut et le docteur qui vient d'arriver. Bonsoir. Donc vous allez notamment présenter quelques séances pendant le festival Travelling, donc les gens ont la joie de vous admirer en chair et en queue de cheval devant eux. Ah, moi, ce sera plutôt les lycéens. Non, mais j'ai une séance à Messac-Guipry. Les lycéens sont aussi des gens comme les autres. Oui, mais pas vraiment. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et de boire de l'alcool, normalement. Ils pourront venir réclamer quand ils seront grands. Exactement. Donc voilà, ça va, docteur ? Oui, ça va. C'est un peu la course, mais ça va.
Ça va, reprends ton souffle. Donc voilà le festival Travelling de cette semaine, et donc j'annonce demain au Cinéma Tambour, donc dans le cadre de Travelling, il y a 2 séances, une à 18h, les écrans variables qui seront un triptyque sur Sergei Parajanov, qui est aussi d'autres de ses films qui sont projetés, notamment en ciné-concert. Il y a Sayat Nova, exactement, merci. Et à 20h30, donc il y a Crash de David Cronenberg qui passe. Donc pas mal. Donc voilà, c'est la principale news locale. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Hein. Et de toute façon, en sortie nationale, c'est quasiment que de la merde. Il y a le nouveau film de la bande à Fifi, donc de Philippe Lachaud et Tarek Boudali, qui s'appelle Super-héros malgré lui. Donc on n'en parlera pas. Il y a peu de chance, ça va être nul. Hein. J'ai juste. J'ai vu la bande-annonce, moi. Ça y est, c'est bon, j'ai vu le film. J'attends dans 3 mois ou 4 mois qu'il se dispo en torrent. Hein, parce que bon, je ne veux pas leur donner des sous en salle, c'est trop catastrophique. Il y a le nouveau film de Laurent Cantet qui s'appelle Arthur Rimbaud. D'accord. Voilà. Sinon, ça faisait presque longtemps qu'on n'avait pas eu de film de lui en salle, donc de Hong Sang-soo qui sort son nouveau film Introduction. C'est probablement ça sera son 3e film de l'année, peut-être, je sais pas, mais ils n'arrivent pas tous chez nous, mais en général, ils arrivent par vague de 2 ou 3, donc on aura peut-être un autre dans 2 mois. Et sinon, il y a un film chinois de Ye qui s'appelle H6, qui suit 6 familles chinoises dans l'ère contemporaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Effectivement, ouais, il n'y a pas de gros trucs. Non, là, c'est pas vraiment la folie. À un moment donné, tous les distributeurs balançaient tout en même temps, donc on n'avait pas assez le temps. Et ils ont sacrifié plein de films, alors qu'ils auraient peut-être pu en garder quelques-uns dans leur carton, puis les sortir maintenant. Ça aurait été pas mal. Exactement. Mais bref. Voilà, heureusement qu'il y a quelques éditeurs qui sortent des beaux produits, comme on dit, dont on va reparler dans les semaines à venir. Donc voilà, ce sont les principales informations, mais évidemment, la grosse information est sortie hier en termes de people et de mode, hein, c'est que Rihanna est enceinte. Donc voilà. Oui, peut-être que pour toi, Erwan, ça ne veut rien dire. J'en ai rien à carrer. Voilà, son enfant avec. Comme grosso merdo, à peu près tout avec Rihanna. Hein. Ouais, alors ça, c'est. Mais elle est enceinte de qui alors? ASAP Rocky. Ah oui, d'accord, ok. Ça va, c'est plutôt un bon couple. Ça fera des beaux enfants, quoi. Oui, c'est des sortes de versions un peu plus sympathiques de Jay-Z et Beyoncé. Oui, voilà, c'est ça, un peu plus street. Voilà, ils sont un poil plus accessibles. Ouais, c'est ça. Tu peux être à 30 mètres d'eux, pas à 45. Quoi. C'est ça. Mais donc voilà, en tout cas, le prochain album de Rihanna, évidemment, du coup, c'est pas pour tout de suite. Elle fait tout pour ne pas le faire, hein. C'est incroyable. Hein. Elle préfère vendre des slips et trucs comme ça. Mais moi, je serais à sa place, mais j'aurais pris ma retraite depuis longtemps. Moi. Je dirais, la fille, elle est multimillionnaire, mais moi, je foutrais plus rien, moi, déjà à son âge depuis longtemps. Et je crois qu'elle est milliardaire maintenant. Non mais voilà, tu vois. Non mais si elle a de l'argent en trop, franchement, nous on prend. Hein. Attends, enfin, je sais pas pour toi, hein, mais moi personnellement, je prends. Hein. Elle est ambassadrice auprès de l'ONU et de l'UNICEF pour la Barbade. Genre, elle a un titre officiel maintenant, quoi. La Barbade. D'accord, c'est genre l'île est quasiment à elle, quoi. En plus, la Barbade a pris son indépendance du Royaume-Uni à la fin de l'année dernière, donc là c'est bon, c'est parti. Bientôt, ça sera une chef d'État, quoi. Rihanna Land, quoi. Entre ça et Rocco Siffredi, président d'Italie. Non, il s'est retiré. Enfin bon, en même temps, c'est un peu normal pour Rocco. Hein. Il était candidat. C'est le même qui a été reconduit à la présidence de l'Italie. Quel dommage. Ça hein. m'aurait fait rire. Quel manque de fun, hein, en tout cas, ces Italiens. On remarque qu'en France, on a vu. Il y avait Patrick Sébastien qui avait lancé son propre parti, hein, le DAR. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que Jamel Debbouze a fait de la politique aussi. Oui, c'est vrai. Bref. J'avais totalement oublié ça, moi. Sur une liste avec Dieudonné. Ah, oula. Oh. Avant que Dieudonné tourne la carte. Oui, c'est effectivement pas mal. Donc voilà, on est aussi pour apprendre des choses. Hein. Donc on va passer à la section critique de cette émission en s'en allant du côté du cinéma de Michael Cimino et du coup une petite chanson sur les travailleurs pour se mettre en jambes. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab et donc c'était Mike Pickering avec Steel Mill Blues que l'on peut entendre donc dans le film de Jean-Baptiste Toré, Michael Cimino, Un mirage américain, qui est sorti dans les salles françaises la semaine dernière et donc c'est le 3e long métrage documentaire réalisé par Jean-Baptiste Toré. Après en 2017 We Blue It et en 2019 Dario Argento Soupir dans un corridor lointain, qui étaient 2 films documentaires qui personnellement ne m'avaient pas vraiment convaincu, surtout
We Blew It, dans lequel Jean-Baptiste Ray, donc critique de cinéma bien connu, spécialiste notamment des cinémas américains des années 70 et de la contre-culture du pays de manière générale, on va dire. Et donc dans We Blew It, il tentait de parler de beaucoup trop de choses à la fois, en finalement n'en traitant quasiment aucune, ou alors souvent de manière très très lacunaire, et avec parfois un sens de la mise en scène qui m'avait un peu gêné. On retrouve certains de ses scoristes de mise en scène dans son nouveau film, mais de manière beaucoup plus discrète, et en tout cas dans une forme, je trouve, beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus en accord avec le fond. Donc de quoi que ça parle, Michael Cimino, un mirage américain. Il est très mirage, Jean-Baptiste Ray, après son livre sur Michael Mann, Mirage du contemporain. Donc, comme son titre l'indique, ça va parler de Michael Cimino, mais dans une forme et un fond assez particulier, parce que le film part en fait d'une commande de la chaîne Arte qui lui demandait en fait un film sur Michael Cimino, et donc il en a tiré une version très courte qui a très peu de choses à voir avec le film qui nous intéresse maintenant, qui est passé en octobre dernier, donc sur Arte, qui était plutôt un format assez standard, 52 minutes avec des têtes connues qui parlent du cinéma de Michael Cimino, de son importance dans le cinéma américain, donc qui est un truc quand même assez léger et anecdotique, on va dire. Accessible, quoi. Oui, voilà, oui, une porte d'entrée. Voilà, c'est ça exactement. Et donc là, en termes de fond et de forme, c'est vraiment très différent, parce que donc plutôt que de faire justement un film biographique, un documentaire biographique sur Michael Cimino, sur son parcours, sur ses influences, sur une analyse de ses films, là, il prend un parcours assez différent. Donc il y aura un entretien qu'il a mené avec Michael Cimino en 2010. Il était parti avec lui sur la route entre Los Angeles et le Dakota du Nord. Colorado. Et le Colorado, oui, pardon. Donc, il avait tiré un long article dans les Cahiers du cinéma en 2010, et après il avait fait un livre d'à peu près 300 pages 2 ou 3 ans après. Donc il est resté avec lui sur la route pendant plusieurs jours, et donc cette parole-là, on la retrouve dans le film, notamment dans la deuxième partie, mais avant ça, il va se questionner sur en fait qu'est-ce que le cinéma de Michael Cimino, et quel est l'intérêt, les thèmes et les motifs du cinéma de Michael Cimino. Donc évidemment, la communauté, le territoire, le rapport au cinéma classique, notamment au cinéma de Ford et au cinéma de King Vidor. Et donc pour ça, il va en fait faire une porte d'entrée dans son film via The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer, en allant en fait dans la ville où une partie du film a été tournée, en tout cas les parties américaines, les parties, on va dire la première heure du film, là donc dans un bled dans l'Ohio, à Mingo Junction, qui pour le film se passe en Pennsylvanie, en banlieue de Pittsburgh. Et donc il retourne dans cette ville-là, il va retrouver les gens, les figurants qui ont participé au tournage du film, donc que ce soit en tant que figurant, en tant que silhouette, parfois certains en tant que technicien, en tant que fixeur. Et donc on va passer comme ça une quarantaine de minutes avec que ces personnages-là, pour justement voir un petit peu ce qu'est le film et l'importance que ce film-là a eu pour eux. Ce qui, moi, m'a fait penser à un documentaire qui date de 2015, qui s'appelle Who Are You People, qui était sur le tournage de Rencontre du troisième type de Spielberg, où en fait toute la fabrication du film était vue uniquement du point de vue des habitants où Spielberg avait tourné son film, ce qui donnait, je trouve, une manière assez originale de parler d'un film, que plutôt que de parler aux grandes vedettes, aux techniciens, aux metteurs en scène, il allait voir finalement les gens, entre guillemets les vrais gens, comme on dit en politique, qui ont vu le tournage. Et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée à la fois dans le documentaire et pour aborder le cinéma de Michael Cimino, qui est résolument de toute façon un cinéma tourné vers les mavericks, vers les travailleurs et vers les gens qui seraient des oubliés de l'Amérique. Ce qu'on voit évidemment donc dans à peu près tous ces films, y compris ces films qui ne se passent pas en Amérique. Je pense notamment à son film de 1987, de 1990, Le Sicilien avec Christophe Lambert. Mais c'est vrai que dans tous les films de sa filmographie qui est assez courte, qui en compte 7, et ça revient là-dessus sur ce manque de films du fait du caractère assez outrancier, on pourrait dire, pas facile, intransigeant de Michael Cimino. Et donc c'est vrai que cette porte d'entrée là, je trouve une très belle porte d'entrée, et au fur et à mesure du film, donc on verra plutôt quelques grandes vedettes qui vont apparaître. Il y a Quentin Tarantino, il y a
Oliver Stone, il y a John Savage et il y a James Toback qui parlent vraiment plus du versant carrière du cinéma de Michael Cimino, mais ça va être mêlé avec la parole des habitants de Domingo Junction, et en termes formels, je trouve que pour le coup, Torre est vraiment en accord avec son fond, avec un scope qui est très très beau, un sens du cadre qui est magnifique, où il revient sur les lieux de tournage, ce soit du Canardeur, de Voyage au bout de l'enfer, il va dans l'État de Washington aussi pour les scènes de chasse, tout ça. Donc il y a vraiment un rapport entre le fantasme du cinéma de manière générale, son rapport personnel qu'il a avec le cinéma de Michael Cimino et les différentes thématiques qui sont sous-tendues dans l'œuvre du cinéaste. Thibaut. Oui, par où commencer ? C'est vrai que ce film-là, son mirage de son travail sur Michael Cimino, je trouve qu'il s'inscrit il s'inscrit parfaitement dans la filmographie de Jean-Baptiste Torre, dans le sens où en fait on sent une évolution au travers de ces 3 films pour arriver ici. Il me semble un travail qui est extrêmement abouti. Et tu l'as dit, on retrouve donc du coup des éléments de We Blue It, notamment tout le travail sur la route, la figure du road movie, et tout ce travail sur la mélancolie qui irriguait, je trouve, le parcours le film sur Dario Argento. Que moi, son film sur Dario Argento, j'ai trouvé très beau. Et à côté de ça, donc du coup, ça donne du coup une très belle addition pour ce projet autour de Michael Cimino. Et il me semble que l'une des grandes forces de ce film-là, comme tu l'as dit, c'est de rentrer dans le travail d'analyse d'une filmographie, non pas par un biais filmique, non pas par un biais intellectuel, analytique, on pourrait presque dire universitaire, ou de critique de cinéma, mais c'est de rentrer dans le film via les gens, via la communauté, ce qu'a toujours filmé Michael Cimino. Du coup, ça permet au film de se désolidariser d'un projet qu'on aurait pu attendre autour d'un bonus DVD Blu-ray ou alors d'un 52 minutes comme a pu être la version courte disponible sur Arte. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur la chaîne YouTube d'Arte. Mais voilà, pour arriver finalement à un vrai beau projet de cinéma. Et donc c'est un travail en même temps autour de Michael Cimino, mais on va pas être sur quelque chose d'analytique. On va effleurer des thèmes chers au cinéaste, mais c'est surtout un travail énormément mélancolique qui nous rappelle ce que c'était Michael Cimino, ce que c'était les films de Michael Cimino, et 3, ce que c'était pour les gens, en fait, que ce soit pour les spectateurs, mais surtout pour les gens qui ont travaillé, pour les gens notamment de cette communauté de l'Ohio. Et je trouve que cette introduction humaine, comme tu l'as dit, le film dure 2h10 et on est bien 45 minutes avec eux, cette introduction humaine 38 minutes nous permet de rentrer pleinement et à contresens d'un travail qu'on pourrait croire assez archétypal, nous permet vraiment de rentrer dans ce qu'était le cinéma de Michael Cimino, c'est-à-dire un cinéma extrêmement complexe. Lui-même le dit, j'ai été traité de droite, de mec de gauche, de raciste, de marxiste, de tout et de n'importe quoi. En tout état de cause, c'est un cinéma et ce sont des films qui sont extrêmement complexes. Et il me semble que de rentrer dans la complexité d'une communauté est salvateur, et je trouve que Jean-Baptiste Torre l'a énormément. Oui. Et je trouve que c'est extrêmement bien tenu dans cette première partie. Après, tu vois que Jean-Baptiste Torre, il me semble, considère Voyage au bout de l'enfer comme le film le plus important du nouvel Hollywood. Ça doit faire partie de ses films préférés. Et tu sens qu'il a envie de travailler vraiment sur The Deer Hunter. La Porte du Paradis, La Nuit du Dragon, qui sont des films absolument qui sont primordiaux, qui sont des films extrêmement importants dans l'histoire du cinéma américain. Voilà, sont convoqués, certes. Je parlerai même pas de The Sunchiser ou Desperate Hours qui sont cités par quelques ou le Canardeur qui sont cités de là, mais tu vois vraiment que le matériau de base c'est The Deer Hunter. Ouais. Et du coup cette introduction humaine et du coup cette profondeur humaine, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, et du coup ça donne vraiment un vrai côté émotionnel à
à ce portrait de cinéaste. Docteur. Alors c'est vrai que, comment dire, sur ce film, alors précisons peut-être quand même que c'est un film qui suppose quand même d'avoir vu les films de Cimino avant. Hein, Oui, quand même, ça, c'est faut pas un peut-être film pour néophytes. faut peut-être le préciser, et puis il faut doublement le préciser, puisque la parole de Cimino est une parole qu'il faut évidemment prendre avec relativement des pincettes, hein, comme d'ailleurs beaucoup de personnages de sa génération, hein, qui sont quand même des personnages un peu bigger than life, et pour le coup, là, le parallèle avec Ford est, à mon avis, assez évident, c'est-à-dire que... Un personnage un peu taiseux. Voilà, et puis qui finalement réinvente sa légende au fur et à mesure que les choses avancent, mais ça, ce qui est assez typiquement américain, hein, du côté des réalisateurs. Donc avec un côté, comment dire, je suis maudit, ouais, un côté artiste maudit, voilà, auquel moi personnellement, plus j'en sais, moi j'ai de mal à y croire, mais je comprends par contre que Torel laisse ce discours-là se développer dans le film, et surtout qu'il ne prévienne pas le spectateur finalement qu'il faut prendre avec un petit peu de réserve quand même si je pense que la plupart des choses sont sincères et authentiques, mais je comprends qu'il le fasse parce c'est aussi un mémorial en fait, ce film, et on sent bien que, enfin moi j'ai eu vraiment l'impression en regardant ce film-là que la mort de Michael Cimino, qui a été quand même relativement, je crois qu'il était assez malade, mais elle était un peu inattendue, cette mort-là. En 2015, voilà. je crois. Moi je sais que c'est une mort qui m'avait surpris. Tu vois, parce que je me disais merde, c'est un des premiers finalement du nouvel Hollywood, parce que Friedkin est encore vivant, Coppola aussi, De Palma aussi, et c'est un des premiers à calancher finalement, enfin à calancher à un âge relativement avancé. Et j'ai eu l'impression, c'est peut-être ce qui donne ce côté mélancolique aussi au film, c'est c'est quelque chose qui a beaucoup attristé, je pense, Toré, personnellement. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai ressenti en regardant le film, c'est qu'il y a une vraie tristesse, en fait, sur la perte de ce mec-là, et presque, et quelque chose d'ailleurs qui revient, hein, chez James Toback et chez Stone, qui, moi, je trouve, alors ça, c'est assez aussi inattendu, c'est d'avoir gardé finalement des interviews de gens qui sont pas vraiment laudateurs, quoi, de Cimino, qui sont pourtant des potes à lui, hein, mais qui expliquent que bon, c'est un mec qui était très compliqué de travailler, et puis avec cette espèce de sentiment de gâchis, en fait, d'où l'impression peut-être de Mirage aussi, effectivement, qui est autant dans son cinéma que sa Cimino propre filmo, a eu quoi. beaucoup de films après The Sun Chaser en 95 qu'il a jamais pu monter. Il avait notamment La condition humaine de Malraux, voulait faire un film sur le Tour de France, et il y avait son grand film sur les Indiens qui s'appelle Conquering Horses, qui apparemment il aurait pu monter, où Stone avait réussi à lui débloquer un budget, on va dire, correct pour le faire, mais Michael Cimino disait non, mais c'est infaisable, donc du coup allez tous vous faire enculer, machin. Et c'est vrai qu'effectivement les deux influences qui sont citées dans le film, qui sont Ford et Peckinpah, effectivement tu sens bien Kim Vidor avec le rebelle. Voilà, et tu sens bien le comment dire, effectivement la persona, de comment est-ce qu'il a développé sa persona, et justement, la filiation, voilà, du coup avec justement joueur. Voilà, parce que finalement développer cette persona, c'est aussi s'inscrire dans cette vision du western, de ce monde d'hommes, etc. Alors effectivement la communauté, c'est très fordien, ça, comme ça, et puis la violence, elle est beaucoup plus proche de Peckinpah, pas forcément en termes de mise en scène, mais en termes d'obscénité de la violence, et c'est vrai que voilà, il y a cette espèce de comment dire, de prudence qu'il faut quand même avoir, et justement un peu de connaissance en fait de Michael Cimino, pour rentrer à l'intérieur de ce film. C'est-à-dire que si vous avez jamais vu un film, vous risquez peut-être un petit peu de rester un petit peu à la porte. Mais du coup, ça reste dans le côté romantique aussi du cinéma de Michael Cimino et de sa persona qu'on a de lui, ou son rapport constant à Ford, où il cite qu'il faut 3 choses pour faire un film: une scène de danse, une scène avec des chevaux et une chevauchée et une montagne. Mais justement, et l'intérêt justement, pour revenir à l'ouverture, en fait, je dirais aux 40 premières minutes, puisque la structure aussi est assez déstabilisante, hein, parce que ça commence vraiment comme un documentaire sociologique, et ça devient en fait un documentaire cinéma. C'est pas un documentaire qui se présente comme un documentaire. Si vous regardez les 10 premières minutes, je crois pas qu'il parle d'une seule fois de cinéma, quoi. C'est vraiment au bout d'un certain moment. L'histoire de la vie, voilà. tout ça. Et justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'avoir ce point de vue des gens, permet aussi de rentrer à l'intérieur du cinéma de Michael Cimino. Même si je pense qu'effectivement il faut avoir un peu vu les films, mais je trouve que c'est une porte d'entrée qui est plutôt intéressante, parce que ça relie aussi comment dire, le cinéma de Cimino, et par extension le cinéma du Nouvel Hollywood, à une espèce de nostalgie qui est une nostalgie en fait de quelque chose
qui là aussi a été un mirage, qui aurait été une possibilité du cinéma américain, mais qui n'est jamais vraiment advenu, ou alors qui est advenu que de manière très réduite, qui est l'union sacrée entre le film à gros budget et à star et une réalité socio-économico-politique, culturelle qui transparaît à l'intérieur des films. C'est-à-dire que les films du Nouvel Hollywood, alors je sais pas si Toré voit les choses comme ça, mais les films du Nouvel Hollywood, pour moi, ont vraiment cet intérêt que c'est plus du tout le monde factice du Hollywood classique qui par ailleurs a beaucoup de charme, mais c'est plus ce monde-là. C'est un monde qui devient beaucoup plus sombre, qui devient beaucoup plus triste. Et c'est ce que dit c'est ça l'intérêt Oliver aussi Stone à un moment, c'est qu'on aimerait tous vivre dans les films de John Ford, mais en fait le monde ressemble au film de Lumet. Exactement. Et là-dessus, Oliver Stone, je trouve que c'est une très belle phrase, ça, parce que ça résume effectivement un petit peu cette espèce de double balancier qu'on a en fait avec le cinéma, où on demande à la fois au cinéma de provoquer de l'évasion chez nous, et en même temps on lui demande de nous dire quelque chose du monde et de notre monde. Et je trouve que justement, et je pense que, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est un des postulats de Torres, c'est que le Nouvel Hollywood et à l'intérieur, particulièrement Michael Cimino, ont réussi de manière très fugitive, mais ils ont réussi à atteindre ce point où le cinéma à grand spectacle est aussi un cinéma intelligent et un cinéma qui fait appel à l'intelligence. Et c'est vrai que quand on regarde The Deer Hunter et qu'on se dit, c'est quand même un blockbuster pour l'époque, tu vois. Pareil, je dirais pareil pour La Porte du Paradis, sauf que par rapport à La Porte du Paradis, il y a cette espèce de perfection dans The Deer Hunter en termes de production. Et je comprends pourquoi est-ce que c'est sur celui-là qu'il fait une fixette, c'est-à-dire que le Canardeur, c'est encore un film de genre presque de série B c'est surtout l'image, c'est que c'est un film de Clint Eastwood. Voilà, et c'est un film. Et La Porte du Paradis, c'est quelque chose dont le fiasco économique a complètement éclipsé le fait que, pour moi, c'est un film génial, quoi. Qui s'est pris des tombereaux de merde. Mais ouais, quand t'entends les commentaires, mais tu dis, mais on n'a pas vu le même film. En plus, le film est moche. Non, mais tu peux reprocher ce que tu veux au film, mais pas que le film est moche, quoi. Et comme quoi, le regard, c'est pas la même chose d'une période à l'autre, quoi. Et je comprends pourquoi ça cristallise ça, parce que après l'année du dragon, il est moins libre, voilà. Et je comprends pourquoi est-ce que c'est particulièrement The Deer Hunter qui cristallise ça, parce que pour lui, je pense que c'est le point culminant. Et je pense que je pourrais, sans prendre trop de risques, je dirais que Toré mettrait Massacre à la tronçonneuse à peu près au même niveau. Voilà. Mais dans le truc indépendant. Voilà. Mais avec cette idée, voilà, d'un truc qui a vachement de succès, que tout le monde voit, qui devient un phénomène culturel, et en même temps un truc qui est hyper exigeant sur le plan intellectuel et hyper maîtrisé sur le plan formel. Après, pour revenir sur la mélancolie dont tu parlais, Doc, Jean-Baptiste Toré évite un écueil extrêmement important, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous créer de la mélancolie vis-à-vis de Michael Cimino, des films de Michael Cimino, en surutilisant des images d'archives de Cimino. Il me semble qu'on n'en voit qu'une, c'est quand il reçoit son Oscar du meilleur film, ou en surexploitant des images des films de Cimino. Les extraits, justement, on en parlait un peu avant, ils sont hyper bien utilisés. Puis il reprend la musique. Il reprend la musique, bien entendu, qui sont des thèmes d'une beauté absolue. Il retravaille les extraits de films pour les incorporer dans ses propres images, dans une image contemporaine. Il y a l'archive vocale, donc voilà, on ne voit pas la tête de Michael Cimino, mais on voit la route. La seule fois où on le voit, justement, c'est dans cet extrait où il a son Oscar des mains de John Wayne. Et du coup, il ne nous crée pas une mélancolie sur un matériau qui nous rappellerait du souvenir, en fait. C'est qu'il nous crée une mélancolie en nous créant en nous créant justement cette espèce de mirage, c'est-à-dire que Toré... une image mentale, en fait. C'est ça, une espèce d'image mentale, c'est-à-dire que Toré va filmer les endroits où Cimino a lui-même filmé, donc du coup les endroits ont changé. Bien entendu, je pense à cette scène notamment du Canardeur. Il s'autorise même des espèces de chants contre chants qui sont, voilà, les liaisons sont super intéressantes à base de chants contre chants, à base de surimpression, à base de l'espèce de split screen qui sont magnifiques, là où tu vois Voyage au bout de l'enfer sur un écran, et puis de l'autre côté de l'écran t'as la ville, et du coup voilà, il nous crée cette image, quelque chose d'extrêmement vaporeux, mais qui est pas de but en blanc, c'est pas une nostalgie qui est fabriquée de but en blanc avec un matériau extrêmement facile et aisé et lisible. Il disait que revenir sur les lieux de tournage, c'est pas pour un fantasme de cinéphile parce que tu vas aller voir un truc où c'était tourné, mais c'était aussi en rapport avec ce que disait Michael Cimino, et qu'un truc aussi auquel croit Torres, c'est que sur un lieu de tournage, au bout d'un moment, t'as genre une partie de l'âme du film qui est encore sur le lieu bien sûr. Où tu vas tourner. Donc du coup, en revenant sur le lieu, tu essayes de recapturer un petit peu
un truc de l'âme du film, et donc c'est aussi un truc dont parle Michael Cimino dans le rapport qu'il avait avec les natifs américains, avec les Indiens, tout ça, et ses croyances que chaque chose est sacrée. Voilà, il y a pas de fétichisme, mais il y a quelque chose d'un petit peu vaporeux. Une espèce pas comme une célébration païenne, mais quasi quelque chose qui est assez indéfinissable. Et c'est ça qui nous crée ce mirage. Et du coup, la forme de Toré, l'émotion qu'elle crée chez le spectateur, bien entendu, si on a vu les films, c'est d'autant plus fort. Il me semble peut être mis en parallèle avec ce que proposait Michael Cimino, c'est-à-dire cette Amérique qui est passée en fait, puis qui a travaillé la communauté américaine avec le territoire et avec le paysage. Donc du coup, la forme de Toré retranscrit le message. Est-ce que voulait dire Cimino dans ses propres films? Du coup, je trouve que l'aller-retour est extrêmement bien fait. Le tout, bien entendu, sans voix off, sans commentaire surexplicatif, mais avec cette espèce de brume qui nous envahit petit à petit, parce que le rythme du film est quand même très langoureux, plutôt lent. On est plutôt invité à s'asseoir correctement et puis à se laisser porter. Du coup, ça fait, comme tu disais, Doc, c'est un docu sur le cinéma qui n'en est finalement pas un. Et en même temps, c'est tellement ça. Et du coup, c'est très particulier. T'as ce truc qui met en scène aussi, qui est la parole de Cimino, où Cimino il dit qu'il faut trouver son propre West, où Ford l'avait fait avec Monument Valley, où en général il le situe dans un endroit des USA qui est pas du tout là, mais où Michael Cimino aussi après avait réussi à trouver son propre West, et en tant que cinéaste et presque en tant qu'homme, pour lui il faut réussir à trouver son propre West, donc c'est-à-dire son propre endroit où vivre et où en fait pouvoir développer sa propre philosophie. Mais c'est ça, ce qui est intéressant je trouve aussi dans le film, c'est ça, justement, c'est ce parallèle qu'il fait entre et ça va plus loin justement que Cimino, c'est cette idée que tu parlais de l'âme d'un lieu, mais quelque part le film aussi capture l'âme d'un lieu en retour, et quelque part le fait d'aller filmer dans cette ville minière où finalement à la fois visuellement, ce qui est stable, c'est que ça continue à ressembler à The Deer Hunter. Par contre, tout le reste est parti. Le travail, les habitants, la communauté, tout le reste s'est dissous. Et en fait, finalement, le cinéma devient ça aussi, c'est-à-dire que le cinéma devient document, puis devient une espèce de moyen de conserver l'âme d'une communauté, l'âme d'un peuple, et quelque part on pourrait en dire autant avec l'idéal américain dans le western classique, et cette idée que finalement, effectivement, le cinéma n'est qu'une illusion, et pour autant, à travers cette illusion, il y a des choses qui sont sensibles, qui sont des choses qui n'existent plus dans la réalité, qui n'existent plus uniquement que à l'intérieur du film lui-même. Et c'est vrai qu'avec The Deer Hunter, tu as ce sentiment-là. C'est-à-dire quand tu regardes The Deer Hunter, c'est comme regarder Taxi Driver, tu vois, c'est comme regarder Taxi Driver où tu vois ce que c'est que la 42e rue, tu dis, ah bah oui, d'accord, ok. C'est que ça fonctionnait comme ça. Tu vas aujourd'hui, ça n'a plus aucun rapport. Tout a été gommé, tout a été effacé, tout a été nettoyé. Et il y a aussi cette croyance aussi, je crois que le cinéma, justement, était capable à la fois de capter ce sens de la communauté et de l'entretenir. Et qui est quelque chose aussi, alors ça, il en parle pas, mais quelque chose, à mon avis, qui doit être beaucoup plus rare aujourd'hui, sauf dans le circuit indépendant et dans le petit budget, parce qu'aujourd'hui, les blockbusters, ils vont plus filmer ailleurs. Ils filment tout en studio, sur fond vert. Donc il n'y a plus de déplacement à la rencontre du troisième type, il n'y a plus de déplacement à la Deer Hunter dans des bleds aux États-Unis, où pendant 6 mois, tu as toute la ville qui vit au rythme du tournage. Parce que maintenant, il s'est tourné que en studio, ou bien à Vancouver, à Montréal, dans les grandes villes, il n'y a plus de... Donc il n'y a plus ça du tout. Enfin, en tout cas, sauf peut-être chez justement du Jeff Nichols, tu vois, ou des gens comme ça, qui pour moi, dans un mode peut-être mineur... Ou les Cohen, des fois. Mais, ou les Cohen, des fois, mais quelqu'un comme Jeff Nichols, je pense, sur un mode mineur et avec d'autres thèmes, mais c'est pas quelqu'un qui est si éloigné que ça, moi je trouve, de la famille, de ce que représentent des gens comme Cimino, comme Ford, de cette filiation justement, et puis de cette croyance dans, justement, de trouver son Ouest. Et l'Ouest, ça reste l'idéal américain quand même. Et quand tu perds l'Ouest, quand tu n'arrives pas à trouver ton Ouest, où tu vas en fait aux États-Unis, où tu peux bien aller, quoi. Quand t'as pas cette idée d'ailleurs vers lequel tu vas aller, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant de voir transparaître. Et alors c'est marrant parce que le documentaire fait ça, du coup. Le documentaire récupère de l'âme de Cimino, qui lui-même a récupéré. Et effectivement, c'est très amérindien. Espèce de récupération d'âme, de transmutation d'âme, en fait, de
de l'âme culturelle, de l'âme populaire, sociale d'un peuple, et de voir comment est-ce que ça peut ça passer de la fiction au documentaire, du aujourd'hui à hier. Enfin, je trouve que le film arrive à dépasser un peu à dépasser à certains moments son propos pour aller vers quelque chose de plus abstrait et de plus général sur l'intérêt de la croyance au cinéma, au-delà du plaisir du spectateur. Effectivement. Voilà. Non, tout ça on te donne envie de revoir, notamment Chimino, grave, La Porte du Paradis. Grave. Parce que voilà, c'est un des films qui est un de mes meilleurs souvenirs de visionnage au cinéma de ces dernières années. Alors que je l'avais vu une fois en vidéo, j'avais trouvé ça bien, tu vois. Puis je l'ai vu une fois au cinéma et je dis ah non mais c'est pas juste bien, c'est genre super bien quoi. Enfin c'est un film. J'avais été même obligé de réveiller un mec qui ronflait derrière moi, qui s'était endormi au bout de 40 minutes. J'avais été obligé de le réveiller en lui disant mec, il faut que t'arrêtes. Tu pars ou tu restes réveillé, mais tu ronfles pas dans mes oreilles pendant La Porte du Paradis quoi. C'est pas possible. Tous les films de Chimio de toute façon sont à voir si possible sur le plus grand écran possible. Justement, il y a 3 semaines quand il est venu Toré, j'ai revu The Deer Hunter en salle. Qui est ressorti en DCP là il y a pas longtemps. Horrible. C'était dramatique. J'ai eu beaucoup trop d'émotions d'un coup. Là. C'est la vraie tragédie grecque en plus. Quoi. C'est-à-dire que quand il arrive à obtenir justement arriver à ce truc de l'épopée. Quoi, surtout que c'est la 2 ou 3e fois que je le voyais et tu sais très bien ce qui va leur arriver. C'est encore pire parce que dès le début t'es putain. Mais non, la robe de mariée elle est tachée. Dès qu'il y a la goutte de sang sur la robe de mariée, c'est la fin. Foutu. Puis dès que tu les vois partir à la chasse après. Bon bref, on a déjà fait une émission sur Michael Cimino, donc voyez et revoyez le merveilleux cinéma de Michael Cimino. Et donc si vous le pouvez, le très beau film de Jean-Baptiste Toré, Michael Cimino, Un mirage américain. On va rester donc sur les terres américaines, mais dans un tout autre genre. Et donc, on va parler un peu de manipulation, de chantage et de trahison. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Minor Threat avec Betray. Donc Minor Threat, le merveilleux groupe de Ian MacKaye notamment. Vous pouvez vous bouffer toute la discographie merveilleuse, ça fait 47 minutes et 21 secondes, donc c'est absolument parfait. Et donc de trahison, il va en être question dans le nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, qui est sorti il y a 2 semaines en France et qui s'est pris un bon gros four aux États-Unis à sa sortie début du mois de décembre. Comme West Side Story. Exactement. Et donc c'est un film basé sur un livre de William Lindsay Gresham qui avait déjà été adapté en 1947 par Edmund Goulding sous le titre français du Charlatan. Et donc de Charlatan, il en est question parce que donc c'est le personnage de Bradley Cooper qui arrive dans un cirque itinérant, donc évidemment quelqu'un avec un passé trouble et qui va se faire embaucher un peu pour commencer comme homme à tout faire dans ce cirque qui est dirigé par Willem Dafoe, toujours dans les mauvais coups. Et qui a l'air d'avoir rajeuni de 15 ans. Exactement. C'est incroyable. Quoi. Et donc il va rencontrer les personnages du cirque, notamment Ron Perlman qui est toujours évidemment dans les bons coups de Guillermo del Toro. Qui est toujours classe. Et il va aussi évidemment tomber donc, sur son premier Love Interest incarné par la magnifique Rooney Mara. Et il y a Toni Collette aussi, qui n'est pas vraiment son Love Interest, mais qui est toujours bien. Voilà, j'aime bien Toni Collette. Donc voilà, on va passer à peu près 1 heure avec eux dans le cirque. Il va apprendre à lire les esprits, à un peu aller monter des tours pour aller arnaquer les gens avec ses faux tours de passe-passe un mentaliste, mentaux. Voilà, c'est ça, un mentaliste comme Simon Baker dans la série d'M6. Et donc après... Et comme Mesmer. Comme Mesmer, oui, c'est mentaliste. C'est ça, oui. Et donc après, ça va être la 2e heure. On le verra un peu dans une vie de charlatan huppé avec Rooney Mara sur la route. Évidemment, il va y avoir diverses intrigues qui vont se mettre sur la route, et notamment une femme fatale incarnée par Cate Blanchett. Ô combien fatale. Ô combien fatale. Et donc voilà, ça met ce personnage-là en branle. Donc c'est pour Guillermo del Toro son premier film non fantastique. Il n'y a aucun élément du film fantastique. Un vrai film noir, mais en couleur, avec une photo que je trouve absolument magnifique. Les décors sont super. Donc photographique les couleurs. Dan Losten, qui était son chef-op sur Mimic, sur Crimson Peak et sur La Forme de l'eau. Donc la Forme de l'eau, son précédent film qui avait gagné Oscar du meilleur film et du meilleur metteur en scène. Et on sent clairement dans ce film-là les différents atermoiements et les questionnements existentiels, carriériste et personnel de Guillermo del Toro, puisque donc peu avant le film, il a divorcé de sa femme avec qui il était depuis 25 ans pour aller avec Kim Morgan, qui est la co-scénariste du film. Donc il a quitté la brune pour la blonde. Ambiance. Comme dans le film, il a quitté la brune pour la blonde. Et je sens moi le questionnement dans le film de Guillermo del Toro, où après donc avoir eu tous les honneurs
de la profession et un gros succès public avec La Forme de l'eau, où se pose la question pour lui, peut-être que je surinterprète son côté auteuriste, mais en tout cas peut-être la peur d'un destin à la Tim Burton après qu'il ait eu tous les honneurs, donc c'est-à-dire de peut-être s'enfermer dans un rôle justement du mec qui fait les films fantastiques, qui adore les monstres, qui fait plein de films avec des monstres parce que c'est super chouette. Le geek justement, qui est un personnage du film ô combien important, mais donc justement peut-être la peur de s'enfermer dans ce côté-là, donc ce qui donne au film un côté vraiment noir dans le film, où il n'y a pas comme souvent chez lui un petit pas de côté qui serait parfois un peu ironique, un petit peu romantique, qui dans certains de ses films prenait un peu trop le pas, notamment dans A Crimson Peak, qui je trouve déstabilisait beaucoup le film. Là on a un côté un peu plus brut, un peu plus dur dans un film qui comme est dense, puisqu'il fait 2h30 bien tapé. Le film original déjà était long, il faisait presque 2 heures, parce que c'est un bouquin qui demande. Tu sens qu'il y a eu pas mal de coupes, d'ailleurs, même dans la version de 2h30. Ce qui, dans le film, dans celui-là, me convainc pas toujours. Je trouve que parfois il y a quelques maladresses, il y a quelques lourdeurs d'écriture notamment, mais qui est contrebalancé par une forme où je trouve que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi à l'aise avec sa caméra et surtout autant en maîtrise de ses moyens. Docteur. Ouais, alors d'autant plus qu'il a un casting comme un peu 5 étoiles, qui est qui joue, où ça joue au cordeau, quoi. Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Willem Dafoe. Voilà, c'est ça. Alors Richard Jenkins. Kate Blanchett, moi je trouve m'a énormément surpris parce que Kate Blanchett, elle arrive en quelques scènes elle arrive à devenir le personnage vénéneux du film, alors qu'elle apparaît qu'à la moitié, quoi. Donc elle est assez impressionnante. Ce qu'il y a, et puis alors c'est un film étrange parce que c'est un film où justement c'est un film qui passe son temps à tracer des pistes qui pourraient mener vers du fantastique à travers des objets comme un fœtus dans un bocal, le fait qu'il faut pas faire faut pas évoquer les morts et les fantômes quand on fait du mentalisme, que ça se fait pas, avec toute cette espèce de côté superstitieux en fait qui dans du monde du cirque, qui fait que il arrête pas de quelque part de nous tendre des perches qu'il détruit lui-même consciencieusement au fur et à mesure. Alors est-ce que c'est une manière de nous dire j'en ai fini avec le fantastique, j'ai envie de faire autre chose? C'est possible. Est-ce que je pense qu'effectivement moi c'est sans doute le plus, peut-être avec Les Chines du Diable, c'est sans doute son film le plus noir, c'est-à-dire son film le plus pessimiste sur la nature humaine, mais déjà dans le labyrinthe, souvenons-nous du labyrinthe de Pan, du personnage de Sergi Lopez dans le labyrinthe de Pan. Il joue un franquiste en même temps, donc voilà. Dans sa humanité. Ouais, mais tu vois, dans le personnage de Richard Jenkins par exemple, il y a un moment, sans le dire ce qui se passe, mais il y a un moment, il fait une révélation à Bradley Cooper. Et le personnage en fait Richard Jenkins qui joue un mec ultra riche, qui veut revoir un membre de sa famille qui est mort, sa femme. C'est ça, sa femme. Et Jenkins arrive à passer du vieux mec fragile à la pure menace parfois mais en 10 secondes, quoi, tu vois. Et moi Jenkins m'a vraiment impressionné, j'ai même eu du mal à le reconnaître au départ, quoi. Et il y a cette espèce, c'est parce qu'il y a des cheveux dedans. Voilà, il y a cette espèce de noirceur en fait qui est d'autant plus présente que le personnage de Bradley Cooper est pas clair, quoi, et que justement c'est à mon avis un film qui parle de l'envers des choses, en fait. Et alors c'est intéressant parce que cet envers de l'âme humaine, cette noirceur de l'âme humaine, elle est conjuguée avec l'envers du fantastique. C'est-à-dire tout ce qu'on prétend être du surnaturel, il y a un truc. C'est du bullshit. Et les personnages t'expliquent les trucs. On t'explique comment, le truc du code verbal pour le mentalisme, moi je connaissais pas du tout ça. Alors ça c'est génial, où tu fais des signes avec les mains et en fait ça dit à ton assistante les infos que tu veux qu'elle te passe. Et donc après, elle, dans les questions qu'elle va te répondre, elle va appuyer sur certains mots. Il y aura des mots-clés. Voilà, il y a des mots-clés qui correspondent avec des codes et qui feront que, en fait, t'as un double dialogue, en fait. T'as le dialogue pour le public et le dialogue souterrain. Et je trouve qu'il y a cette espèce de manière de montrer l'envers du monde fantastique. C'est quelque part aussi un moyen de montrer justement l'envers du cinéma, enfin l'envers de son propre cinéma, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un film assez dur, assez cruel et presque. Moi j'ai presque pensé à certains moments, alors toute proportion gardée, mais j'ai presque pensé à des films comme Takeshis, par exemple, de Takeshi Kitano, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de voir un mec de réflexion sur son propre cinéma, et puis monter tout son cinéma dans une espèce de petit tas et foutre le feu, en fait. Et je me demande bien ce qu'il va faire après.
Parce que franchement, pour moi, il y a presque un. Je sais pas si c'est peut-être parce qu'il est déprimé et tout ça, hein, mais moi je me suis dit putain, c'est censé être un film grand public. Enfin, je veux dire, c'est un film qui commence pas bien, qui se passe pas bien, qui se termine pas bien. C'est un film où il y a des espèces d'éclats gore. Notamment dans la dernière partie, moi qui m'ont vachement surpris. Je m'y attendais. Alors, je savais, hein, tu vois, un peu en mode l'orphelinat, quoi. Tu vois, la scène d'accident de bagnole dans l'orphelinat. C'est-à-dire que, ok, t'es dans une espèce de truc où tu dis c'est bon, je connais les codes, tout ça, et puis tout d'un coup, clac, au détour d'un gros plan, tu fais wow, bon Dieu de merde. Et puis il insiste un peu en plus, tu vois. Et puis il y a cette la saloperie humaine, quoi, qui est à l'œuvre, quoi. Je veux dire, chez tous les personnages, même ceux qui ont l'air même ceux les plus sympathiques comme Rooney Mara. Au fond, sont pas clairs non plus, en fait. Ou Ron Perlman qui veut défendre. Voilà, ou Ron Perlman, mais voilà. Et il y a une espèce d'ambiguïté permanente. Alors, et du coup, la forme du film noir s'explique totalement, puisque le film noir, c'est les nuances de gris, justement, c'est la noirceur de l'humanité. Et ça m'a fait penser aussi un peu à Carnivàle, tu vois, cette série HBO qui a jamais été terminée, mais qui avait cette espèce de que 2 petites saisons, qui avait cette espèce de qualité, justement, à la fois cette espèce d'affection pour les marginaux, qui continue à exister. Ça, c'est un truc auquel il continue à croire, tu sens bien, Del Toro, cette espèce d'affection pour des monstres, voilà, l'affection pour les monstres, l'affection pour les marginaux, mais aussi, je veux dire, le fait que c'est pas parce qu'on est marginal qu'on est quelqu'un de bien. Être marginal te donne pas raison. C'est les Torres Scola, quoi. Voilà. Et quelque part, c'est ça aussi. Voilà, et du coup, c'est un film très. Moi, j'ai été assez surpris, je dois avouer, par ce film-là. Alors effectivement, en termes de scénario, il y a probablement des moments où il y a quelques longueurs et d'autres moments où je trouve que ça va assez vite. Et peut-être qu'il y aurait eu un peu de rééquilibrage à faire. C'est presque un film à sketch, avec presque 3 histoires différentes à l'intérieur de la même histoire, donc ça c'est un peu déstabilisant aussi, mais c'est pas forcément clairement découpé en 3. Voilà, c'est pas forcément désagréable, mais moi je suis plus convaincu quand même par ce film-là que par ces 2 précédents. Ouais. Sachant que moi j'ai quand même aimé ces 2 précédents. Moi je suis assez très bon public même avec Guillermo del Toro. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le cinéma. Donc même ces films moins bons, je les trouve quand même intéressants à regarder. Et là j'ai trouvé plus que ça quand même. J'ai trouvé qu'il revenait avec quelque chose il revenait un peu à l'échine du diable. Il revenait avec quelque chose d'un peu plus tripal et puis d'un peu plus sombre, quoi, cette espèce de face sombre que moi je trouve pas mal chez lui, en fait, que je trouve intéressante à regarder. Effectivement, donc voilà, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, actuellement dans les salles. Effectivement, un très beau film. Et ils ont aussi fait une version en noir et blanc qu'ils appellent version ombre et lumière. Version Black and Chrome. Version Black and Chrome, parce que c'est la mode de mettre les films en noir et blanc. Les décors sont superbes. Ah ouais. Juste un exemple, le décor le cabinet de psychiatre de Cate Blanchett, les murs ressemblent à des tests de recherche. C'est-à-dire que les boiseries du mur ressemblent à des tests de recherche. C'est con, hein, mais moi j'ai trouvé ça génial comme idée. Quoi. Au bout d'un moment, je regardais. Alors j'écoutais ce qui se passait, ce qui se disait. Hein, mais tu vois, c'est con le petit cendrier qu'elle a à côté de son divan avec une espèce de nymphe au bord d'une mare. Enfin, c'est un film de production designer aussi. La décoratrice là, elle a bien bossé là sur ce film-là, et c'est un film qui est beau. En fait, c'est ça le truc. Ça, il faut quand même peut-être le dire parce ça peut sembler évident, mais par rapport à plein de films que je vois qui sont pas super jolis, quoi. Celui-là, il est beau, quoi. Tu sens la profondeur, tu sens l'espace, voilà, c'est vraiment c'est un très très beau film. En plus, pour le coup, en termes de photos, ça pourrait faire pencher vers le cinéma fantastique, parce que moi, ça me fait beaucoup penser au film Hellboy en 2004, complètement, qui est pas le même chef-op, c'était Guillermo Navarro sur Hellboy, mais ils ont un peu avec Lost End. Et puis Del Toro, la même manière de aborder les couleurs avec les flashs, ce côté ocre, cette espèce de côté ocre un peu jaunâtre qu'il y a dans les lumières, enfin qui est pas non plus du Jean-Pierre Jeunet, hein, mais et non, et puis c'est vraiment et puis il met bien à profit tout ce qu'il a fait sur Crimson Peak dans les scènes dans la neige à la fin. Enfin, tu sens que voilà, c'est voilà. Moi, je trouve que ça reste. Faudrait que je réfléchisse encore un peu, mais je trouve que ça reste un film qui moi me semble pas être un des mauvais films de ce début d'année en tout cas. Non, effectivement. Donc Nightmare Alley de Guillermo del Toro, actuellement dans vos salles. Précipitez-vous le voir sur grand écran quand même, ça vaut le détour. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Alors, noirceur de l'âme humaine, éclat gore et vision de l'humanité pas funky, tout en restant dans l'actualité rennaise parce qu'il s'agit d'un film tchécoslovaque. Donc j'ai pris des notes, Krissar, le joueur de flûte de Hamelin, donc adapté de Jiří Bárta, 1986.
moyen métrage d'animation. C'est bien ça, Jerry Barter. C'est super. C'est incroyable et c'est un film absolument incroyable. Ça dure 1 heure. Film d'animation donc muet autour donc de la légende du joueur de flûte de Hamelin. Vous irez voir sur Wikipédia à quoi ça correspond. Les rats, tout ça. Les rats, les enfants surtout. Et là, du coup, il désamorce le côté enfantin pour aller sur un commentaire sur le patriarcat qui est absolument lumineux, des décors expressionnistes absolument magnifiques et des éclats gore qui m'ont pour le coup ici totalement surpris. Donc voilà, un film d'animation comme j'en ai rarement vu. Ça passe tout seul, c'est beau, putain c'est beau, et à la fin t'es triste, mais t'es triste. Question histoire, monsieur Fleuret, la fin de la Tchécoslovaquie c'est quand 91 j'ai envie de dire. Je suis du mur. Juste un petit peu après. Je suis du mur sur 90. Oui, je suis du bloc soviétique. T'étais pas né, mais si j'étais né. Voilà. 91 ou 92. À la chute du bloc soviétique, je voulais dire. J'ai vu ça en direct, monsieur. J'ai vu ça en direct aussi. 92 me semble-t-il, parce que pour l'Euro 92, il y avait eu des soucis avec. Ah bah oui, du coup forcément. Voilà. Alors c'est si tard que ça, Václav Havel et tout ça, c'est si tard que ça. Putain, j'aurais pensé que c'était plus tôt que ça. Alors qu'il était bon au foot, la Tchécoslovaquie. Ah oui, super. Comme les Yougos, quoi. Mais bon. À l'époque, il y avait Lubomir Moravchik qui reste mon joueur de foot préféré. Il était slovaque. Donc voilà. On quitte le champ là. Chryssar, Jiří Bárta, 1986. Et de manière générale, allez voir tout ce qui se fait dans le cinéma d'animation tchèque. C'est absolument prodigieux. Merci carrément Fleuret, docteur. Alors moi ça sera un livre sur le Japon par un grec d'origine irlandaise. N'importe quoi. Lafcadio Hearn, qui a vécu les 15 dernières années de sa vie au Japon, qui a épousé une japonaise, qui a été nationalisé japonais, qui a pris un nom japonais et qui est un écrivain et folkloriste qui après s'est intéressé à la culture créole notamment. C'est un citoyen du monde. Un citoyen du monde et il a donc collecté des légendes japonaises qu'il a réunies dans un recueil qui s'appelle Fantôme du Japon et dont plusieurs histoires ont servi pour le film Kwaidan de Kobayashi en 1964 et de manière assez surprenante, c'est très bien écrit. C'est très très bien écrit. C'est des super contes. Enfin voilà, franchement, si vous connaissez pas Lafcadio Hearn, je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Moi, je connais pas trop ses travaux autre part sur les créoles et tout ça, mais ça donne envie de lire plus de lui. Très bien, merci docteur. Bah moi, on va rester dans les citoyens du monde avec un album de musique de 2015, donc qui s'appelle Junoon de Shai Bentezur, Johnny Greenwood et 12 musiciens indiens. Rajasthan Express, donc Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead. Exactement. Donc lui, toujours dans les bons plans. Il joue la guitare là-dessus et il fait des chœurs. Ils ont enregistré pendant 1 mois en Inde un album qui mêle la musique israélienne, la musique indienne et les petites guitares de Greenwood. C'est un album absolument merveilleux dont la production a été filmée par le copain de Greenwood, Paul Thomas Anderson, qui je pense voulait partir 1 mois en Inde et a filmé tout ça un peu à l'arrache. Le documentaire est pas terrible, mais l'album est absolument merveilleux. Et sinon, c'est un film qui date d'il y a 3 ans de David Wayne qui s'appelle A Futile and Stupid Gesture, qui était consacré au co-créateur du National Lampoon, le journal qui après ont fait des films notamment Animal House et qui donc est dessiné au début des années 80, donc un biopic avec une forme et une narration assez originale avec un Will Forte qui joue donc un Doug Kinney absolument magnifique, un très très beau film, très drôle. Je citerai juste cette couverture de National Lampoon qui moi personnellement me fait toujours rire, c'est achetez ce numéro sinon nous tuons ce chien. Et tu vois un chien avec un flingue sur la tempe en couverture. C'est très Harakiri pour le coup, quoi. Et ça m'avait beaucoup plu. Justement, ça revient sur tout l'humour du Lampoon qui est très très proche quand même. Et qui est très près Saturday Night Live. Exactement. Aussi, justement parce que tous les mecs qui étaient avec eux après ont été repris par le SNL. Ils étaient un peu volés justement. Les chiens font pas des chats. Bill Murray, Bellucci, tout ça. Donc voilà, un très très beau film. On se retrouve la semaine prochaine pour normalement entrer dans la matrice. Donc voilà. Je fourbis mes javelots pour la semaine prochaine. Armes, donc voilà, prochaine émission, prochaine édition. Merci à Valentin à la technique, merci messieurs et à ciao, bonsoir. Salut.